Salut les élèves de 5e 4. Alors, toutes mes excuses déjà pour le retard dans la livraison des vidéos parce que je vous cache pas que c'était assez compliqué en termes d'organisation ces dernières semaines entre le cadre présentiel et le cadre distanciel. Il a fallu jongler, c'est pas évident. Mais je vous oublie pas, hein. Je rappelle qu'on va boucler le programme d'histoire quoi qu'il en coûte, et que je continuerai de mettre en ligne tous les supports nécessaires pour les élèves qui continuent en cadre distanciel, ce qui constitue, pardon, quand même la majorité d'entre vous. Donc profitez bien de tous les supports que je vous envoie. Vous aurez très très peu de travail classique au sens vraiment technique du terme. C'est-à-dire que je ne vais pas même pas vous envoyer de fiches d'activité particulièrement, mais par contre il faut recopier les cours, ça c'est indispensable. Même si je ne peux pas le vérifier, c'est dans votre intérêt. Et puis aussi, profitez-en donc pour regarder les vidéos que je vais continuer de poster régulièrement. Alors celle que je vais faire aujourd'hui, elle est consacrée donc au film Le Nom de la Rose. J'ai déjà eu l'occasion de proposer à ceux qui en avaient la possibilité de le regarder, et ce pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un film qui est vraiment très 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 bien fait. Bon, d'abord, il a des qualités cinématographiques évidentes, hein, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est même un chef-d'œuvre tout court, c'est un grand classique du cinéma des années 80. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. C'est surtout que c'est un film qui montre super bien d'aspects du cours sur le christianisme et l'Occident catholique que vous avez recopié. Donc je vais passer dans quelques instants à l'analyse, mais avant ça, je vais quand même présenter l'auteur, le réalisateur du film, qui est Jean-Jacques Hano. C'est un réalisateur français, sans doute un des plus doués de sa génération, surtout quand il est en forme, ce qui n'a pas toujours été le cas, surtout ces 20 dernières années. Mais enfin, pendant les 20 premières années de sa carrière, au moins, il a laissé derrière lui quelques films assez mémorables. Et alors en plus, ce qui est assez amusant, c'est que c'est un cinéaste qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. J'irai même plus loin, on peut quasiment illustrer plusieurs aspects du programme de collège avec au moins 4 de ces films, chacun de ces films correspondant à un niveau. Il y a un niveau qui est valable pour la classe de 6e, c'est le film La Guerre du Feu, qui est son troisième film, qui est sorti donc au tout début des années 80, et qui se passe pendant la préhistoire. C'est un des premiers films grand public sur la préhistoire, donc ça vaut le coup d'être vu parce que même encore aujourd'hui, il est intéressant. Il a fait Le Nom de la Rose qui lui correspond plutôt au programme de 5e, donc l'Occident catholique. Il a également fait un film qui s'appelle La Victoire en chantant, qui est en fait son tout premier film, qui n'a pas bien marché au cinéma en salle, mais qui a quand même réussi l'exploit d'obtenir l'Oscar du meilleur film étranger en 1978, donc c'est pas rien, ou 77, je sais plus, enfin c'est une de ces deux années-là. Pour un premier film, c'est un vrai exploit. Donc là, on est plutôt sur le programme de quatrième parce que c'est un film qui s'intéresse donc à la colonisation française en Afrique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc là, on est plutôt sur le programme de quatrième. Et puis enfin, il a fait un film qui a été un de ses plus gros succès commerciaux, qui est le film Stalingrad, qui est sorti donc il y a à peu près 20 ans, qui, comme son nom l'indique, revient sur la fameuse bataille qui a eu lieu en URSS entre les Allemands et les Soviétiques. C'est un film extrêmement spectaculaire. C'est pas forcément le film le plus subtil de Jean-Jacques Hano, mais par contre, il est très 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 efficace. Et là, il correspond tout à fait au programme de troisième sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, Jean-Jacques Hano, c'est vraiment un réalisateur qui, pour les profs d'histoire dans mon genre, qui donc aime à la fois le cinéma et l'histoire, est un réalisateur providentiel. Alors maintenant, je vais me consacrer donc pleinement au film et l'analyse donc de ce chef-d'œuvre donc qui est Le Nom de la Rose. Alors, d'abord, je vais faire une première précision, parce que c'est une question que souvent les élèves me posent quand je travaille ce film avec eux. Euh, le nom de la rose, donc c'est le titre du film et c'est également le titre du roman qui a inspiré le film. Le roman a été écrit par un écrivain et philosophe italien qui s'appelle Umberto Eco, qui est décédé il y a quelques années. C'est une grande perte, hein, d'ailleurs, pour le patrimoine culturel de l'humanité, parce que c'est un philosophe et écrivain qui avait cette faculté de pouvoir rendre très accessibles des choses qui sont philosophiquement assez compliquées. Euh, donc, Umberto Eco donc, a écrit ce livre, Le Nom de la Rose, et que ce soit dans le livre ou dans le film, on a beau chercher, on voit pas le rapport en fait entre le titre et l'histoire qui est racontée, ce qui peut paraître assez surprenant. C'est donc une question que très logiquement me posent les élèves, mais c'est quoi cette histoire de rose en fait? Parce que dans le film, il n'y a pas de relation particulière avec la fleur en question, ce qui est vrai. En fait,
ce qu'il faut savoir, c'est que au Moyen Âge, il y a eu un roman qui a eu un certain succès. Alors attention, au Moyen Âge, très peu de gens savaient lire et très peu de gens avaient les moyens de s'offrir des livres. Donc quand je dis succès, c'est une façon de parler, hein. Mais disons que il y a un roman qui s'appelait Le roman de la rose, et non pas Le nom de la rose, qui était un polar en fait, donc une histoire policière, hein, avec une enquête, qui donc a manifestement inspiré Umberto Eco pour le titre Le nom de la rose, qui a donc été repris tel quel par Jean-Jacques Hano. Mais il n'y a pas de lien spécifique entre ce titre et en fait l'histoire qui est racontée, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. Je pense qu'un titre comme Le livre qui tue aurait été beaucoup plus approprié. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Parce que tout tourne effectivement autour d'un livre, un manuscrit qui provoque des morts en cascade. C'est un livre qui tue, ou en tout cas pour lequel on tue. Et ça, c'est le sujet vraiment intéressant et central du film. Alors, ce qui est intéressant donc déjà dans le film, c'est que l'histoire donc se passe dans un monastère qui est situé au nord de l'Italie. On se situe là donc à la fin du Moyen Âge, hein, plutôt au XIIIe siècle. Et cette abbaye, ce monastère donc est tenu par un ordre qu'on appelle les bénédictins, parce qu'il y a eu plusieurs ordres chez les moines à cette époque. Alors ça permet déjà de montrer un aspect intéressant du clergé, qui est le clergé régulier, c'est-à-dire donc des religieux qui vivent plutôt à l'écart de la société, parce qu'ils considèrent que la société est source de tentation et de corruption, donc ils préfèrent consacrer leur vie exclusivement à Dieu, la prière et un certain nombre d'autres activités qui sont gérées par l'abbé, donc qui est le seigneur local, hein. C'est un seigneur non pas laïque mais religieux. On avait déjà vu dans les cours précédents la différence entre les deux. On voit même d'ailleurs au début du film des paysans du coin donc qui dépendent de cette abbaye, hein, puisque le seigneur est pour eux, on va dire, le chef suprême, qui viennent payer ce qu'ils doivent à l'abbaye, donc à leur seigneur, notamment sous forme de nourriture. Donc là, on est vraiment dans un schéma qui est classiquement un schéma de type seigneur, comme on l'a vu au Moyen Âge. L'ordre en question, donc c'est l'ordre des bénédictins, mais on va avoir l'occasion, donc, grâce à ce film, de voir intervenir aussi un deuxième ordre monastique qui est l'ordre des franciscains. Et ça, c'est intéressant aussi parce que je rappelle une chose, c'est que le pape actuel, qui est donc François Ier, s'appelle François Ier précisément parce qu'il appartient lui-même à ce même ordre des franciscains, un ordre qui est généralement réputé pour s'intéresser particulièrement à la question de la pauvreté. Et ça aussi, c'est un thème du film. Alors, c'est pas le thème principal, hein, du film. Le thème principal, c'est l'enquête qui permet de déterminer pourquoi des gens meurent dans cette abbaye. Mais un des autres thèmes qui est abordé donc dans le film, c'est notamment la position de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire donc la religion avec le pape à sa tête, la position donc de l'Église par rapport à la pauvreté. Je vais avoir l'occasion d'y revenir un petit peu après. C'est assez intéressant aussi. Ça permet de comprendre notamment une des grandes contradictions de l'Église de l'époque, qui est donc son rapport à l'argent, à la richesse et aux possessions. Donc, parmi donc ces moines franciscains, il y a un certain Guillaume de Baskerville qui est joué par Sean Connery dans le film. Sean Connery, c'est un acteur extrêmement célèbre parce que c'est le premier à avoir interprété James Bond, sauf que là, il joue un rôle très différent dans le film. Très différent notamment de James Bond pour une première raison, c'est que comme tous les membres du clergé, qu'ils soient réguliers ou séculiers d'ailleurs, il est tenu à la chasteté, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles, et il n'a pas la possibilité non plus de se marier. Je précise à ce sujet d'ailleurs qu'il n'en a pas toujours été ainsi dans l'Église catholique, hein. C'est surtout à partir du XIe siècle que l'obligation du célibat devient systématique. Donc Guillaume de Baskerville donc, est appelé par le moine bénédictin du secteur pour venir mener une enquête donc au sein de cette abbaye, parce que les morts se succèdent et de manière assez mystérieuse. Guillaume de Baskerville, qui est précédé d'une réputation d'enquêteur de très grande qualité, et dont
peut dire qu'il est une sorte de Sherlock Holmes, en fait, transposé en plein Moyen-Âge, c'est-à-dire donc quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'esprit logique, à l'esprit de déduction, à l'observation, qui se laisse pas du tout influencer par des superstitions, comme c'est souvent le cas à cette époque. Lui, il ferait vraiment une analyse scientifique des choses, ce qui est déjà suffisant d'ailleurs pour le mettre un peu en décalage avec la société de l'époque, et notamment l'Église, parce que son esprit logique, lorsqu'il s'applique dans certains domaines, ça pose pas de problème à l'Église, mais dans d'autres, ça peut par contre heurter les positions de l'Église, qui à l'époque a un pouvoir énorme et qui supporte pas qu'on remette en question certaines de ses affirmations, même quand elles sont archi fausses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez peut-être remarqué que au début du film, lorsque Guillaume de Baskerville s'installe dans sa chambre, plus exactement sa cellule, il commence à sortir des instruments qui sont en fait des instruments de mesure et de calcul astronomique. Or, il se trouve que lorsque le moine bénédictin, donc plus exactement l'abbé bénédictin, vient lui rendre visite, tout de suite, Guillaume a le réflexe de planquer ses instruments. Et il les planque en fait parce que il sait que ça peut lui attirer des ennuis. Parce qu'avec ces instruments de mesure, on peut arriver notamment à démontrer une chose qui à l'époque est formellement interdite, qu'on n'a pas le droit de dire en fait, parce que l'Église dit le contraire. C'est l'idée que en fait c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et pas l'inverse. À l'époque, l'Église affirme que la Terre est au centre de l'univers, et notamment que le Soleil tourne autour de la Terre, ce qui est archi faux, et qui peut être facilement démontrable si on a des instruments de mesure et d'observation astronomique. Donc c'est un bon exemple pour montrer à quel point, à l'époque, la peur règne, et à quel point l'Église a un pouvoir qui est exorbitant. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que il y a une troisième catégorie de moines dont on apprend l'existence en cours de route dans ce monastère, ce sont les Dolciniens. Donc ce sont ni des bénédictins ni des franciscains, c'est encore un ordre différent, mais un ordre qui a été carrément interdit par l'Église parce que jugé hérétique, c'est-à-dire qu'il donnait une vision de l'Église, ou plus exactement une vision de la religion qui ne cadrait pas avec la vision du pape. Un hérétique, c'est pas quelqu'un qui est non catholique ou non chrétien, mais c'est quelqu'un qui, tout en se disant chrétien, a une vision du christianisme qui est jugée trop provocatrice ou trop scandaleuse pour le pape. Et en l'occurrence, on apprend que ces Dolciniens, en fait, ils ont été jugés hérétiques parce qu'ils voulaient carrément que l'Église donne tous ses biens aux pauvres. Donc en quelque sorte, c'est un peu des communistes avant l'heure. Donc évidemment, ça remet en question la puissance de l'Église et son patrimoine en particulier. Donc pour cette raison-là, ils ont été jugés hérétiques. Tout comme Guillaume de Baskerville lui-même, à une certaine époque, a été emprisonné et torturé parce qu'il avait pris la défense d'un hérétique dont il avait essayé d'assurer on va dire la plaidoirie dans un procès qui a été instruit par l'Inquisition, dont j'ai également parlé dans le cours. L'Inquisition, donc, qui, je le rappelle, est au tribunal qui est chargé d'enquêter, de juger tous ceux qui sont considérés comme hérétiques à cette époque, et qui va d'ailleurs intervenir aussi dans le film à travers le personnage de Bernardo Guy, dont je vais vous parler dans la deuxième partie, puisque là, je vais terminer cette première vidéo, mais vous inquiétez pas, on se retrouve juste après pour donc une deuxième vidéo consacrée à la suite de l'analyse du film. Donc je vous dis à tout de suite.